Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre grand frère Abdou Samar, journaliste, désormais éditeur de presse électronique. Abdou Samar a lancé il y a un mois Algérie Part, après avoir quitté Algérie Focus, dont il était le directeur de la rédaction. Abdou Samar, bonjour. Bonjour Hassan, ça me fait plaisir de te retrouver et de retrouver la Radio M que j'aime beaucoup et pour laquelle j'ai énormément d'affection. Merci. Ben, nous sommes tout aussi contents de te recevoir. On a reçu il y a quelques semaines Monsieur Abdelaziz qui est le nouveau propriétaire d'Algérie Focus. Tu as largement contribué au développement de ce média. Tu as fini par le quitter pour lancer Algérie Part. On va parler dans un moment d'Algérie Part. Mais comment s'est fait ce départ et le lancement de ce nouveau projet? Le départ était un peu difficile. Il était très difficile pour la simple raison qu'Algérie Focus, j'y ai bossé depuis 4 ans. C'est devenu en quelque sorte mon bébé. Bon, ma deuxième femme. Quelquefois, c'est ma première femme, même. T'es assez bien placé pour savoir que gérer un site d'information, ça te prend beaucoup de temps. Donc, Algérie Focus était comme ma femme. Une femme dont j'aimais rien, dont j'étais amoureux passionnément. Et qui, au bout de 4 ans, j'ai construit un projet éditorial à partir de rien. Et je me souviens, je te raconterai je voudrais bien te raconter une anecdote pour comprendre. J'étais à l'Ouatan à l'époque. Quand j'ai quitté l'Ouatan, j'aurais dit, voilà, je veux créer mon propre site, je veux lancer dans le journalisme web. Mes amis d'Al-Watan à l'époque, il y a 5 ans de cela, me disaient, oh, t'es un fou, t'es un malade mental, tu vas perdre ton boulot, tu seras dans la misère, personne n'entendra parler de toi, ça n'a aucun avenir en Algérie. À l'époque, autant de pénétration. C'est un peu le cas quand même, non? Non, je blague. Je pense que Algérie Focus a été une expérience très épanouissante pour toi. Très épanouissante, qui a été une réussite. Construire un site à partir de rien et se retrouver dans les top 100 des sites les plus consultés en Algérie, c'était quand même remarquable. On a fait quand même sorti pas mal d'affaires. On a sorti énormément d'affaires. Est-ce que c'était la vocation d'Algérie Focus de sortir des affaires? Le nouveau propriétaire dit que c'était pas tout à fait l'ADN du journal. Il a même parlé d'une ADN initiale qu'il veut restaurer maintenant. C'est bien qu'il y ait une contradiction dans la phrase. Un nouveau propriétaire qui parle d'un ADN initial. Qui dit nouveau propriétaire ne peut pas parler d'ADN initial. Donc dès le départ, l'ADN d'Algérie Focus, c'était de sortir des affaires? L'ADN d'Algérie Focus, ce n'était pas que de sortir des affaires, c'était de créer un média qui fait bouger les lignes. De créer un média interactif qui brise les tabous sociaux, mais qui brise aussi les tabous politiques. Et je rappelle que Algérie Focus était le seul média en Algérie qui a publié une belle chronique de Kamel Daoud lors du 4e mandat et qui a signifié son opposition en direct avec des termes très crus, etc. Et on nous en a beaucoup voulu après. Des termes très crus, on peut dire à qui, hein? Voilà. Au président de la République. Au président de la République. Qui commençait par la phrase Bouteflika, honte à vous. Voilà. Donc aucun autre média n'a eu ce courage de le publier. Bah, il était chroniqueur chez vous, hein. Oui, voilà, c'est plus facile quand même. Bon, non, il a été chroniqueur chez Quotidien d'Oran. Enfin, il n'a pas publié dans le Quotidien d'Oran, je te rappelle. Il y avait un peu de risque que ça sorte au Quotidien d'Oran, mais, voilà. Mais donc, il était déjà chroniqueur chez vous, il faut le préciser. Oui, c'est chroniqueur chez vous. Voilà, il était lié. Non, il était lié. Voilà. Et je suis fier d'avoir dirigé une rédaction. Tu peux pas dire Abdou, aucun média n'a eu le courage. Bah, tu sais très bien que si nous l'avait proposé cette chronique, elle serait sortie chez nous, voilà. Je parle des médias avec lesquels Kamel Daoud travaillait. Parce que c'est déjà différent. Kamel Daoud a travaillé après Algérie Focus avec d'autres médias. Je n'ai pas lu des écrits aussi clairs, aussi courageux. Bon, il n'y avait pas eu d'élection présidentielle. Quoi qu'il arrive, je peux te sortir des milliers d'anecdotes sur les... Tout ça, les actionnaires aimaient bien pendant très longtemps. Parce que ça a accru l'audience de Algérie Focus, on en convient. Et qu'est-ce qui s'est passé les derniers mois pour que ce positionnement se mette à peut-être faire problème? Il y a eu un désaccord profond parce qu'ils voulaient introduire des changements au niveau de la ligne éditoriale, notamment... La Sagir Ça s'agir, je dirais, oui, c'est un euphémisme qu'on peut utiliser, notamment vis-à-vis de certains groupes économiques sur lesquels moi j'ai entamé des enquêtes et avec lesquels, documents à l'appui, nous avions prouvé des dépassements et des implications dans des affaires très douteuses. Et voilà, le désaccord est arrivé à un point où c'est des groupes qui annonçaient Algérie Focus ou qui avaient c'est des groupes qui annonçaient un peu partout dans la presse algérienne et qui sont considérés, je vais en parler tout à l'heure parce que maintenant Algérie Part, tu t'es lâché. Voilà, je me suis lâché parce que en fait le grand différent il est là. Les actionnaires voulaient faire de la communication.
moi je veux faire du journalisme. C'est deux choses complètement différentes. Quand on fait du journalisme, on fait pas de la communication. Quand on fait de la communication, on fait pas du journalisme. Alors là, on va te reprendre un petit peu quand même, Abdou, sur ta noble ambition de faire du journalisme. Est-ce que tu penses avoir été tout le temps suffisamment rigoureux? Pas du tout. Je suis qu'un jeune journaliste qui essaie d'apprendre. Il m'est arrivé de faire des erreurs, comme beaucoup on en fait. Comme toi, tu en as fait dans ta carrière, comme beaucoup de grands journalistes en ont fait dans la carrière, il n'y a pas de journaliste parfait et des journalistes qui sont perfectibles. Alors là, tu nous as cité les coups dont tu étais fier. Tu peux nous en citer d'autres d'ailleurs. Peut-être tu pourrais nous citer aussi une ou deux sorties que tu aurais peut-être pu éviter. Moi, je pense notamment, tu vas venir mon intention à ce reportage filmé à l'usine de Terkout, qui était supposé apporter un soutien à Terkout et qui lui a plus porté dommage. Alors je explique. D'abord, je voulais pas apporter un soutien. C'est une ligne dans ce reportage-là. Je pense que le premier danger auquel est confronté le journaliste algérien, nous avons une particularité, nous les journalistes algériens, que d'autres journalistes d'autres pays n'ont pas. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. La presse algérienne, elle a commencé par être une presse d'opinion avant d'être une presse d'information. Le commentaire prend énormément de place. Il n'y a pas eu de formation scientifique à la base dans nos écoles. Il n'y a aucune école de formation de journalisme. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme en Algérie. J'ai appris sur le tas. Après, j'ai eu l'occasion, et grâce à des gens comme Beléouchette, que je remercie, qui m'ont envoyé en France. J'ai fait CFPJ, j'ai fait l'ESJ. C'est là où j'ai affiné ma formation. Le fait que nous sommes dominés par le commentaire nuit énormément à tous les journalistes algériens. Pas y compris à moi. Je comprends, je voudrais pas en parler, mais c'est un gros problème. Le deuxième souci, c'est que nous, les journalistes algériens, on croit un journaliste, on croit, en tout cas, pour ceux qui continuent à croire à cette vision-là, un journalisme engagé. Et il se trouve, quand tu arrives dans une ville comme Tiret, t'as aucune usine. Mais à part une usine de l'armée algérienne. Et t'as cette usine. Et quand j'ai débarqué avec mon caméra, avec mon réalisateur Malouane Boudieb, et t'es assailli par des centaines d'ouvriers qui pleurent, et qui menacent de s'immoler si on ferme cette usine-là, on a été victime un peu de ce qu'on appelle l'empathie. Ça t'arrive souvent? Non. Souvent, je ne crois pas. En tout cas, dans certains cas, ça m'est arrivé. En tout cas, à qui ça a bénéficié? Ça a bénéficié évidemment à ces travailleurs parce qu'ils ont préservé leur emploi. Ils ont préservé leur emploi. Mais par ricochet, c'est tout le modèle de la sous-traitance à la Terkout qui finalement a été sauvé. Alors, je pense pas que le modèle de la sous-traitance à la Terkout existe parce que c'est un modèle de la sous-traitance du gouvernement qui a été adopté. Donc, Terkout n'a fait qu'appliquer ce que le gouvernement avait dessiné. De un. De deux, je crois pas que ce modèle-là avait besoin d'un reportage d'Abdou Samad d'Algérie Focus. Par contre, je pense que dans ce reportage-là, on a été un peu trop sévère avec nous, parce que franchement, on a pris tout le soin de vulgariser des concepts que la majorité des Algériens ne connaissent pas. La majorité écrasante des Algériens... SKD, CKD... Oui, en fait, c'est très simple. Le concept, c'est de dire que le cahier des charges de M. Bouchoueb ne prévient aucune contrainte, ne prévoit aucune contrainte, et donc ça pouvait se faire comme ça. C'est très simple pour toi. C'est pas très simple pour la majorité de l'opinion publique, notamment des jeunes Algériens, dont dans notre pays, il n'y a pas une presse spécialisée de qualité, qui n'explique pas ce genre de choses, et c'est pas vraiment très simple. Tu sors dans la rue, les gens ne savent pas ce que c'est un CKD, SKD. Les gens lisent des commentaires par il n'y a pas des gens, il y a pas des médias qui leur expliquent de manière très pédagogique, comme toi tu essayes de faire dans des émissions sur Radio 1. Je t'en félicite. Nous, on a essayé avec nos moyens rudimentaires, à notre humble avis, on a essayé d'expliquer ça. Donc je pense pas que le reportage était réellement pas professionnel. Il y a eu l'empathie, je reconnais que l'empathie, je pense que c'est un problème épistémologique que nous les journalistes algériens, nous allons rencontrer énormément parce que nous ne sommes pas dans un pays démocratique qui s'appelle la France. T'es à la fois, t'as le devoir de transmettre une information et t'as aussi le devoir de défendre les voix faibles. Et c'est très difficile de concilier les deux dans un travail, je le reconnais. Très bien. Alors, on peut dire que à partir de ce moment-là, il y a eu changement de propriétaire. Le premier Kamal Haddar, qui était l'actionnaire majoritaire, a vendu ses parts, il a quitté, et donc il y a eu ce conflit sur le positionnement éditorial du journal. Et tu décides de faire le grand saut. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es notre invité aujourd'hui, parce que tu as fait le saut de l'édition. Tu es éditeur électronique maintenant. Alors là, tu as choisi clairement un positionnement investigation style Mediapart, puisque tu fais appeler ton nouveau journal Algérie Part. Oui, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait Mediapart. Pour moi, c'est un modèle extraordinaire. Ça répond complètement à mes aspirations. J'ai eu l'occasion et le plaisir et l'honneur de rencontrer Edoui Plenel. J'ai été à Mediapart une ou deux fois.
Enfin, j'ai connu des gens qui ont travaillé dedans. Je me suis intéressé à ce modèle-là. Abdou, tu n'as pas participé à la formation de l'investigation qu'a été coiffée par Mediapart. Et nous, on a envoyé à l'époque Lias Hallas, on en est nous aussi à notre tour très fiers, à Tunis, un cycle de formation de longue durée. Lias Hallas qui est devenu un très bon journaliste d'investigation. Je profite de l'occasion pour le saluer. Voilà. Ça fait longtemps que je l'ai pas croisé. Et donc cette formation qui est quand même rigoureuse, qui exige que pour publier une enquête d'investigation, il faut un certain nombre de critères, notamment dire à la personne qui est ciblée par l'enquête de ce qu'on a obtenu dans l'enquête, lui donner la possibilité de répondre. Alors aujourd'hui, moi je vois par exemple, je prends l'exemple d'aujourd'hui. Ce matin, Algérie Part a édité une enquête sur le patrimoine de la famille Ammar Saïdani. C'est assez suffocant en termes de revenus, briqueterie, carrière, cosmétiques, électroménager. L'inestimable fortune de la famille d'Ammar Saïdani. Il y a des enfants de moins de 30 ans qui sont très très riches déjà. Adel Saïdani et Kenza Saïdani, il faut les nommer parce qu'ils sont nommés. Alors juste pour répondre à la question, est-ce que tu as prévenu parce que c'est toi qui signes cette enquête, est-ce que tu as prévenu la famille Saïdani de ce que tu es du contenu de cette enquête? Nous avons fait un choix éditorial qui est le suivant. Quand nous avons des pièces à conviction et des documents officiels, notamment dans ce cas-là, ce sont des documents d'une institution républicaine qui s'appelle le registre de commerce. Quand on a un document officiel qui démontre par A plus B, voilà ce que possède cette famille. Il n'y a pas eu d'accusation. On n'a pas enquêté sur l'origine de l'argent. On a identifié uniquement le patrimoine de ce que possèdent ces gens-là. À partir du moment où ces documents sont clairs, certifiés par l'État, on a pris le choix de les publier sans se concerter ou sans appeler. C'est un premier souci. Deuxième souci que nous avons rencontré. C'est un peu une orientation. Oui. J'explique. J'assume cette orientation. Pourquoi? Parce que pendant des longues années, Hassan, j'ai jamais cessé d'appeler les institutions et les hauts responsables algériens. Pendant 5 ans ou 6 ans, personne ne veut répondre. Ils nous ont habitués à la fameuse... Attends, je sais, c'est pas peut-être politiquement correct, mais je l'assume complètement. Il est temps qu'aujourd'hui, puisqu'ils ne veulent pas répondre, parce qu'ils ont observé la loi du silence, nous, on a décidé de briser ce silence. Mais ça peut faire des dégâts, ça peut faire du mal à des gens qui n'ont pas la possibilité de répondre. Je prends l'exemple du SwissLeaks HSBC. On a sorti quasiment en même temps le listing de HSBC. Mais chez nous, Lias Hallas, qui avait conduit l'enquête, avait pris la peine de dire aux 7-8 personnalités algériennes qui étaient impliquées, qui ont voulu répondre. Toutes n'ont pas répondu. Mais il y avait dans son papier, il y avait des guillemets ouvertes. On avait telle famille ou telle famille qui disait cet argent-là, il est en Suisse, mais on l'a gagné à l'étranger, c'est pas de l'évasion fiscale. Je possède des entreprises à l'étranger, donc je suis pas redevable par rapport au fisc algérien. On a la possibilité de se défendre. Est-ce que c'est pas important d'intégrer dans les enquêtes pour qu'on se fasse respecter comme journaliste, cette possibilité que les citoyens puissent se défendre? Je signale que je l'ai fait souvent, régulièrement, mais encore une fois, il y a énormément le même son de cloche, pas de commentaires. En commentaires, je peux citer beaucoup d'enquêtes publiées dans Algérie Part où les gens n'ont pas voulu répondre. Il y a eu une enquête à laquelle monsieur Ouihia a répondu en montant. Voilà. On a publié... Il a répondu, mais il n'a pas été interpellé par Algérie Part. Ah si, parce que je lui ai répondu. Parce qu'on a fait un deuxième article où on a prouvé on lui a prouvé le contraire. Il a dit dans pleine conférence de presse que voilà, mes enfants sont pas des trafiquants de drogue, chose que nous n'avons jamais dite. Nous avons juste dit voilà ce que possèdent vos enfants. Il a dit une deuxième chose, que ma femme n'a jamais possédé d'entreprise. Celui qui prouve le contraire, je suis prêt à lui céder. Nous avons prouvé complètement le contraire avec le numéro d'identifiant fiscal, avec le numéro etc. Donc c'est des éléments matériels. Que possède madame Ouihia? Elle est actionnaire d'une entreprise de BTP avec son fils Yamin Ouihia, dont l'adresse elle est à Belkhadem. Et on a publié l'identifiant fiscal, le NIS, etc. On a tout publié. Capital social. À partir de ce moment-là, comment vous dites? Il y a un document officiel. Alors une question. Celui qui donne je termine parce que c'est important, c'est un point important. Celui qui donne le numéro d'identifiant fiscal, c'est un organisme public de salubrité publique. Alors pourquoi en quoi j'aurais besoin de la version de monsieur Ouihia? Monsieur Ouihia devrait quand s'expliquer, oui, dans le cadre de la déclaration de patrimoine, d'où est-ce que viennent ces fonds-là. Mais là, moi, mon choix éditorial, c'est arrêté à cette. Je ne veux pas être justicier. Je ne peux pas aller plus loin. Dans le cas de la HSBC, exactement, mon travail était complètement différent du travail de Lias Hallas. Mon travail s'est contenté de dire, voilà les gens qui ont possédé des comptes, et voilà ce que dit la loi algérienne. Je peux reprendre le papier, il n'y a eu aucune accusation.
Et d'ailleurs, j'ai été contacté par l'un des Algériens. Est-ce qu'il y a pas quand même... Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, il s'en est plaint, je lui ai dit, tu me sors un mot, je t'ai accusé. J'ai dit, voilà ce qu'il possède, parce que ces fichiers sont sortis publics, et voilà ce que dit la loi. Après, mon travail, j'aurais aimé, naturellement, aller plus loin. Malheureusement, dans le cadre d'Algérie Focus, est-ce que je n'avais pas l'équipe nécessaire. L'équipe nécessaire. Justement, est-ce que c'est pas un peu quand même de l'enquête d'urgence que tu as été amené à faire, et en ne prenant pas toujours suffisamment le temps de recouper, de vérifier? Il y a deux modèles. T'as le modèle de Mediapart, qui est le modèle aujourd'hui le plus élaboré. C'est-à-dire, et Mediapart, je te signale, tu lis les premiers papiers sur Cahuzac, ils n'ont pas appelé Cahuzac. D'ailleurs, toute la presse française les a démentis, etc., jusqu'à ce qu'il y ait un enregistrement audio. Ils refusaient de parler. Ça, on le sait. Très bien. Donc voilà. Il y a des modèles d'enquête. Quand tu as des pièces à conviction et des documents matériellement prouvables signés par des organismes publics, comme par exemple le document qu'on a sorti sur la nationalité française du PDG de son avec M. Ouedraogo, c'est un document du tribunal français. Il a la nationalité française? Selon le document qu'on a sorti, parce que c'est un document du tribunal français. Je crois pas qu'un tribunal français travaille avec ces documents. Donc je vais pas appeler moi M. Ouedraogo pour lui dire quel est votre avis sur un document officiel signé par une autorité publique. Ça n'a pas de sens. Il y a l'école du canard enchaîné, à laquelle moi je me sens plus proche. C'est de l'investigation qui titille, c'est de l'investigation qui dérange, c'est de l'investigation satirique, et à laquelle moi je me reconnais parce que pour moi elle est la plus adaptée au modèle algérien. Parce que Ihsan, on tire d'abord, on discute ensuite. Voilà. Parce que malheureusement le contexte algérien dans lequel on est, si je dois attendre que les dirigeants algériens me parlent, ils ne parleront jamais. D'ailleurs, j'aurais aimé transmettre un message à M. Hiya. Aurait-il parlé à Abdou Samar s'il avait interpellé directement par une question en pleine conférence de presse avant d'écrire mon article? Je serais prêt à parier $1 million qu'il m'aurait jamais répondu. Alors qu'après la parution, il l'a fait. Il l'a fait. Alors, oui, mais tout de même, discutable. Ce modèle peut amener c'est un débat, c'est un débat. Mais le débat ne se terminera pas. Ce qui compte à la fin, est-ce que les informations sont vraies? Quelles sont les limites que tu te donnes? La vie privée. La vie privée, on a quand même le précédent. Moi, je peux pas ne pas le dire. J'étais quand même choqué de voir un titre sur Algérie Part dire que vous aviez authentifié la terrible vidéo qui aurait circulé, que chez nous on n'a pas vu, sur le PDG de Naftal. Moi je l'ai vu. Mais est-ce que tu as la légitimité pour dire que tu peux authentifier une vidéo? Comment tu peux identifier une vidéo? Il y a des experts de la vidéo. Et des experts de la vidéo, ça existe en Algérie, des experts. Mais ça, on est dans la vie privée. Quel est l'intérêt de redire? Non. Alors la différence, voilà. Il faut t'as pas lu le papier. Il y a eu une manifestation publique. Qui n'est pas lié à cela. Non, il y a eu une manifestation publique. Oui, mais il n'est pas lié à cette affaire. Tu te trompes, t'as pas été sur place. T'as pas été sur place. Si tu étais sur place, comme nous on était sur place, les employés de Naftal avaient sorti leur smartphone en diffusant la vidéo en disant qu'on ne voulons pas d'un homme pareil parce qu'ils recrutent des gens qui sont d'obédience sexuelle, etc. C'est ça le point de départ. S'il n'y avait pas une manifestation publique, moi je m'en fous. Il y a eu une manifestation publique avec pancarte sur laquelle il était écrit dégage. Donc il y a eu un événement public. C'est la différence. D'accord. Qui est complètement différent. On n'est plus dans le domaine privé. Bien sûr qu'on n'est plus dans le domaine privé. Ça n'a rien à voir. Mais après, le PDG de Naftal, on a fait une série d'articles. J'ai fait moi-même une enquête pour dire que voilà, il a dérangé des intérêts syndicaux, il a dérangé, etc. Et voilà ce qu'il a enlevé, voilà ce qu'il a enlevé. Mais quand il y a une manifestation publique et des gens montent la vidéo, je peux pas, moi, journaliste, l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer. C'est comme si tu vois un accident de circulation, ah non, je peux l'ignorer. C'est pas possible. Oui. Alors donc il n'y a pas de limite en termes il y a rien. Enfin moi je me rappelle. La limite, je viens de le dire. La limite, c'est des aspects de la vie privée qui ne sont pas en relation avec le domaine public. Ça c'est la limite. J'ai par exemple, je peux donner des exemples d'articles que j'ai pas pu faire. Ah oui, on vous dit. Exemple, je donne un exemple. Est-ce que je peux donner un exemple? Je peux donner un exemple. Oui, bien sûr. Quand l'enfant, par exemple, du général Bostella fait un accident à Paris. Général Bostella, commandant en chef de la gendarmerie, voilà. de quelle année à quelle année? J'ai refusé de le dire. Il y a quelque temps, l'enfant de ce général a fait un accident à Paris, etc. J'ai refusé de le dire parce que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de la responsabilité de son père. Il a conduit une Ferrari ou une voiture de luxe, etc. J'ai pas voulu m'exprimer là-dessus parce que c'est une peine personnelle. Mais par contre, le patrimoine de ces entreprises, je les ai cités un par un. Encore une fois, avec des numéros identifiables, etc. Je comprends pas. Il y a un numéro identifiant. Il y a tout. Il y a tous les documents. Pourquoi je voudrais avoir son avis? Je voudrais avoir son avis si j'ai une
preuve qu'il a volé cet argent. Mais j'ai pas de preuve qu'il a volé cet argent. Alors, j'ai juste la preuve qu'il a de l'argent. Tu vois, c'est la nuance. Il y a peut-être pas il y a des limites que tu te donnes par rapport aux thématiques. Tu viens de nous en citer une. Par contre, je suis toujours sur la rigueur. Tu parles d'erreurs, etc. J'ai vu en préparant cette émission cet article Football. Pourquoi le talentueux Ali Ben Arbia a refusé de jouer avec l'Algérie. Et je l'ai lu dans le détail. Tu l'assumes, il est sur Algérie Part, hein. Oui, c'est une reprise qui parlait de RMC, la radio RMC. Non, c'est une reprise de quelque chose qui s'est dit sur l'after foot, l'émission phare de RMC. Ouais. Mais est-ce que tu réalises qu'Ali Ben Arbia a joué en équipe nationale? Non, mais t'as pas lu l'article. Non, le titre, non, il a refusé de jouer de 86 jusqu'aux années 90. Il a commencé à jouer avec l'équipe nationale en 2000. C'est pas dit dans le titre, c'est pas dit dans le chapeau. J'ai lu justement parce que j'étais interpellé. J'ai lu. Il y a nulle part, c'est écrit nulle part que Ali Ben Arbia a 9 sélections en équipe nationale. C'est écrit nulle part. Quand on lit, on a l'impression que c'est un autre Zidane que l'Algérie a raté. Alors qu'il a été capé 9 fois sous les verres. C'est lui qui explique que de 86, il a refusé de jouer aux années 2000. Après, oui, le titre, il y a un peu de marketing. Il y a pas dans l'article. Dans l'article, il y a eu un peu de marketing qui a été fait. C'est pas une contre-vérité, c'est du marketing. Non, le titre est une contre-vérité. Ali Ben Arbia a joué avec l'équipe nationale. Oui, le titre, c'est pourquoi le talentueux Ali Ben Arbia a refusé de jouer avec l'Algérie. Ça pose problème. Et l'article aussi, parce que quand on lit, à aucun moment on ne parle de ces 9 sélections. Oui, ça peut être une erreur. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui l'effort qu'il faut faire pour toi, c'est pas plus de faire attention à cela que de faire des coups, parce que après ça s'insinue, on se dit bon, ce que raconte Abdou et les autres vont l'utiliser, même si tu sors de trucs aujourd'hui nous ça nous intéresse ce que tu as sorti sur Ahmedou Yahya, parce que depuis longtemps Ahmedou Yahya, d'ailleurs tu devrais peut-être aller chercher les parts qu'il t'a promises qui appartiennent à sa femme, puisque tu as débusqué les actions de sa famille. Mais s'il y a beaucoup d'imprécisions, de rigueur, de fautes dans la rigueur, etc., c'est un peu dommage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que dans la vie d'un jeune média qui s'est lancé il y a à peine un mois, ces imprécisions ou imperfections sont tout à fait normales. Je m'y engage à ce qu'elles soient corrigées dans les plus brefs délais. C'est tout à fait normal qu'il y ait une marge d'erreur et de bêtises, d'autant plus qu'encore une fois, et là nous allons revenir, le statut, le contexte dans lequel évolue la presse électronique, il est très 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 précaire et très très rudimentaire. Ça ne justifie pas certaines erreurs, ça les explique. Et je suis désolé, Hassan, pour te dire, je n'ai, contrairement moi à toi, les gens que je croise, la majorité des lecteurs qui lisent Algérie Part, parce que selon les statistiques, nous avons dépassé énormément d'autres sites, nous sommes dans les 350, 320 maintenant les plus consultés, les gens ne retiennent pas ce que, une petite erreur sur le titre d'Ali Ben Arbia, et ils retiennent quand même des affaires très sérieuses qui soulèvent de nombreuses interrogations sur la gouvernance de notre pays. Alors, je pense que même toi, tout à fait d'accord. Je pense qu'avant toi, je crois que le bon sens voudrait qu'on soit davantage interpellé par un document qui dit que le PDG de Sonatrach a la nationalité française, alors qu'il y a une loi qui interdit à tous les autres ministères d'avoir une double nationalité. Mais à mon avis, que le PDG... Pas les PDG d'entreprise. Sauf que Sonatrach, à mon avis, il est beaucoup plus important que le ministère. On peut pas aller plus loin que la loi. Oui, je veux dire la loi. Je dis quel sens a la loi. Non, j'ai dit quel est le sens de la loi. Je vois pas quel sens interdire à un ministère du tourisme qui ramène 0,1% au PIB algérien que Sonatrach qui ramène 30 milliards de dollars. Moi, je me pose des questions. Tu nous disais au début de cette émission que tu étais gêné à Algérie Focus à la fin parce qu'il y avait des enquêtes qui avaient engagé sur de grands groupes algériens, mais que tu pouvais pas publier sur Algérie Focus. Alors, tu peux nous dire maintenant, tu es en train de les publier sur Algérie Part. Absolument. Voilà. Et c'est de quel groupe il s'agit de Jay-Z notamment et de Civital notamment. Civital n'annonce pas beaucoup. On n'a jamais vu Civital chez Algérie Focus. Il se trouve que c'était un des amis d'un des actionnaires d'Algérie Focus. Et c'est des amis un peu partout. De toute façon, Civital bénéficie d'un statut de héros. Moi, je suis toujours étonné quand on écrit sur Al-Balab, les gens tous nous insultent. Comme si ce monsieur doit être à l'abri de la critique, il doit être à l'abri, etc. C'est qu'on oublie que ce monsieur, on a le droit d'enquêter sur Al-Balab. C'est pas le bon Dieu. C'est quand même pas le bon Dieu. Non mais c'est incroyable le nombre d'insultes qu'on reçoit quand on enquête sur monsieur Al-Balab. Je suis désolé, j'ai le droit d'enquêter sur monsieur Al-Balab. Je ne comprends pas que Numidis paye un manager à plus de 200 000 € par an, alors que l'entreprise elle est déficitaire depuis 15 ans. Je ne comprends pas que, alors qu'il y a un article, oui, de la Banque d'Algérie qui interdit aux Algériens d'avoir des acquis à l'étranger, que lui collectionne les entreprises, etc. à l'étranger. Je ne comprends pas qu'aucun média algérien, notamment toi, S1, tu t'interroges pas, la belle-fille de monsieur Al-Balab achète du sucre et elle le vend elle-même à une filiale de Civital. C'est quand même des interrogations. C'est quand même des enquêtes qu'il faut mener. On a le droit. Ça, c'est complètement normal. Et je réponds aux gens, je précède la question, parce que beaucoup de gens me disent, vous êtes clanique, vous tombez sur Al-Balab parce que vous êtes pro-pouvoir. On a parlé
parler d'Ali Haddad, qui a sorti l'information que Ali Haddad a ramené des bateaux de fer. Tu n'as pas lu d'ailleurs? Si. Ah ben voilà. Mais on a plus retenu l'hôtel. Ça me fait plaisir que tu t'attardes pas uniquement sur Ibn Arabiya, parce que cette affaire elle est très grave. Le monsieur a ramené des bateaux, alors que le dispositif des licences n'était même pas encore en vigueur. On a même sorti l'étiquette. L'étiquette à ça, t'as les conteneurs de fer. Et comment on les a introduits? On a tout raconté. Alors, il n'y a pas de clanisme. Quand on parle de Ulmi, il n'y a pas de clanisme. Est-ce que Ulmi, il est anti-pouvoir? Il n'est pas anti-pouvoir. On a parlé de Mazouz. Quand on explique comment Mazouz était en affaire avec le fils de Sellal. Et il fait maintenant, etc. Donc, il faut sortir de cette culture des étiquettes qui devient insupportable. Abdou Samar, tu as pris le pari, c'est honorable de te fâcher avec tous les grands annonceurs algériens avec ces enquêtes-là qui on peut pas les mettre a priori comme ça, considérer que ce sont pas des enquêtes solides. Mais alors, comment tu construis le modèle économique de Algérie-Part? Comment, si tu as renoncé à avoir de la pub. Dans le cas de Jay-Z, je te réponds, j'ai publié 60 pages de factures. Comment tu comptes? Non, c'est pas ça que je mets en compte. Comment, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la pérennité de ton média. On est trop peu nombreux dans l'édition électronique, tu le sais. Comment tu peux pérenniser ton média avec ce modèle, Algérie, Mediapart, puisque tu cites Mediapart. Mediapart, ce sont les lecteurs qui payent pour le soutenir. Est-ce que toi, tu comptes te faire être soutenu par les lecteurs de Algérie-Part? Il y a deux pistes. Il y a un pari sur l'avenir. Quand je reviens en 2011, quand j'ai quitté le Ouattan, les gens disaient que l'information en ligne n'existerait jamais en Algérie, les gens ne liraient pas, les Algériens veulent juste chatter, draguer, etc. On leur a prouvé qu'ils se trompent. Aujourd'hui, les sites d'information sont beaucoup plus influents que la presse classique. Et même des télévisions. Et il se trouve, voilà, un chef de cabinet de la présidence a réagi à un article paru sur Algérie-Part et pas à un reportage sur une télé, etc. De un. Donc, le pari sur l'avenir, c'est que les Algériens, c'est des êtres humains normaux. Je ne crois pas à l'exception algérienne. Il y a une théorie, ils veulent nous faire croire que l'Algérien il est différent des autres êtres humains, qui refuse de payer, qu'il n'aime pas la qualité, qu'il veut toujours pirater, etc. Non, l'Algérien c'est un être humain comme tout le monde. Demain, si le paiement en ligne va se développer, je suis sûr qu'on a une frange de lectorat qui est prêt à payer parce qu'ils doivent comprendre qu'une information de qualité et surtout une information indépendante, elle a un coût. Abdou Samar, est-ce que tu es sûr d'être là demain quand ce sera développé? Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit, de faire le raccord avec ce demain-là. J'ai été là lorsque la presse en ligne a explosé en Algérie. Pourquoi je ne serais pas là lorsque le paiement en ligne existerait? Bien sûr. Et donc le modèle j'ai 33 ans, j'espère vivre encore un peu plus longtemps. Je parle de ton affaire, pas de toi physiquement. Mon affaire va durer. Pourquoi? Parce que nous sommes une petite équipe. J'ai mes économies personnelles que j'ai investies. Et il se trouve que je peux travailler en parallèle pour pouvoir nourrir ma famille et me nourrir le temps que ce modèle-là prenne. T'as deuxième modèle qui est les dons. Et je te dis dès maintenant, j'ai reçu pas mal de personnes qui ont voulu me donner des dons. Et déjà, sur Algérie Focus, je touchais des dons. Je faisais des voyages aux États-Unis pour parler avec la communauté algérienne qui constitue un important lectorat et que eux, ils ont la carte bleue. Eux, ils peuvent payer. Souvent, on a été hébergés gratuitement chez eux. Souvent, ils nous ont amenés. Souvent, on nous a amenés. Les citoyens payent pour connaître la vérité. Absolument. Voilà. Les citoyens sont prêts à payer. L'Algérien est prêt. L'Algérien est en train de comprendre. Depuis le début d'Algérie Part, j'ai remarqué une chose. Bzaf nas regardent ça. Au moins chez toi, t'as pas peur. Etc. On voit des documents, on voit etc. Je pense que ce travail-là va finir par payer et les gens vont venir. Par contre, moi tout ça je peux pas faire. Là, je te retourne la question. Je me rappelle qu'il y a 3 ans, 4 ans, je n'ai pas cessé de crier avec toi, avec d'autres personnes, pourquoi les sites d'information algériens ne se rassemblent pas, ne créent pas une association. Pour défendre leurs intérêts. On n'a pas accès à l'ANEP, on n'a pas accès, etc. On n'a pas accès à rien. Aujourd'hui, même la carte de presse, tout le monde a un agrément. Or, la loi de 2012, elle te dit que l'exercice de l'information en ligne, il est complètement libre. Malheureusement, ce que je constate et je déplore, c'est que nous avons une corporation d'hypocrites, de bras cassés, dont certains, je termine cette phrase, elle est importante, préfèrent rester derrière leur clavier et casser du sucre sur le dos de leurs confrères et ne rien faire. Abdou Samar, ça, je le déplore et je le constate. Tu sais que Maghreb Émergent organise la 2e édition du prix Ali Bey Boudouha du meilleur article d'investigation. J'ai posé la question avant de venir à cette émission au président du jury pour lui dire est-ce que Abdou Samar a envoyé une enquête pour souscrire à ce concours? Franchement, je savais pas que la 2e édition c'était encore. J'ai vu juste la première édition, mais je participerai avec plaisir. Voilà, il y a encore quelques jours, jusqu'au 30 juin. Je participerai avec plaisir et je t'encourage dans toutes les initiatives que tu es en train de faire. Et ça me fait plaisir de te rencontrer. Et je dis juste, ça serait bien que les confrères algériens soient davantage unis, parce qu'à la fin, il y a que les autorités, l'arbitraire qui gagne. Et malheureusement, l'arbitraire finit toujours pas gagner dans ce pays.
Abdou Samar, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. Merci à toi, Hamza. Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.